Effectivement, la SLA, a priori, ne justifie pas d'une diététique tout à fait particulière. Mais vu les problèmes qu'elle va entraîner dans son dysfonctionnement et dans ses complications, essentiellement au niveau des troubles de la déglutition, elle va inévitablement entrer dans un problème alimentaire. Et de plus en plus, on se rend compte que plus on maintient un état nutritionnel correct, plus on a des chances de faire évoluer favorablement les choses. Alors, en ce qui concerne les besoins énergétiques d'un patient qui est sous SLA, c'est là il faut quand même arriver à cibler la chose. Ils sont au niveau énergétique quand même moindres que quelqu'un qui aurait une activité intense, puisqu'on parle d'évolution de la maladie. Et lorsqu'on va parler de problèmes de déglutition et de problèmes alimentaires, on va parler d'une évolution du stade de la maladie où le patient sera amené à moins bouger, à avoir moins d'activité. Quand on parle de besoins alimentaires, de besoins nutritionnels, on parle de besoins caloriques, on parle de besoins donc énergétiques, et on va parler de besoins de matière, de besoins de structure, on va parler de protéines, de lipides, de glucides, qui sont d'autres éléments qui vont amener ces éléments-là au niveau énergétique. Seulement voilà, si l'on pense qu'une alimentation correctement équilibrée tourne autour de 2000 à 2700 calories pour un adulte sain, 2000-2200 pour une femme, 2005-2007 pour un homme, ces besoins vont évoluer au cours de l'âge, ils vont évoluer en fonction de l'activité. On peut penser qu'un patient qui a une SLA aura des besoins aux alentours de 1500, 1700 calories, 2000, voire pas davantage. Donc là, déjà, la couverture des besoins énergétiques doit être considérée comme étant moindre par rapport à quelqu'un qui aurait une activité physique importante. Quoi qu'il en soit, il faut pouvoir arriver à la satisfaire, cette couverture. Et c'est là où les problèmes de déglutition vont nécessairement impliquer un mode d'administration alimentaire qui va nous amener vers la gastrostomie, puisque c'est là la technique qui est la plus simple à mettre en œuvre. En fait, quand on parle de gastrostomie, on va parler d'un mode d'administration. C'est ni plus ni moins qu'une méthode pour pouvoir avaler sans que la déglutition soit là le problème, le handicap qui amène la douleur, qui va nécessairement attirer le problème dans la mesure où la personne va de moins en moins manger pour ne pas avoir à souffrir. Et là, on va avoir les problèmes d'autant plus importants que la dénutrition va entraîner encore d'autres difficultés. Un patient qui n'a pas d'activité physique ne va pas solliciter sa masse musculaire. S'il ne mange pas correctement, s'il ne mange pas ces apports protéinés que l'on va retrouver essentiellement dans la viande, le poisson, les œufs, qui ne sont pas forcément les aliments les plus faciles à déglutir, il ne va pas amener les éléments de structure qui permettront de maintenir l'intégrité de la masse musculaire. Mais bon, quand on parle de protéines, puisqu'on parle de masse musculaire, on parle aussi de tout ce qui est système enzymatique, de tout ce qui est système hormonal, de tout ce qui est système immunitaire. On parle en fait d'un système fonctionnel qui est prépondérant et conséquent. Donc là, le but, l'impératif, est de maintenir au maximum un état nutritionnel permettant de correctement pouvoir appréhender les choses et pas avoir les complications que l'on a dans n'importe quel cas où la personne ne mange plus. Ne mange plus. Alors, bien évidemment, ce qui peut choquer, c'est le fait d'avoir un tuyau dans le ventre. On n'est pas fait pour avoir un tuyau dans l'estomac. Gastrostomie, ça veut dire mise à la peau de l'estomac. Je crois que d'abord, il faut préparer la personne à accepter le fait qu'un élément étranger à son corps va être implanté et il sera là. C'est la personne qui vit ça. On est tous des malades potentiels. Un jour ou l'autre, on peut tous avoir une gastrostomie. Donc, il faut en parler aussi en sachant, avec du recul, que c'est d'abord et avant tout le fait d'accepter que ce tuyau-là, qui est exogène à nous, est d'abord et avant tout un allié. L'accepter en tant que tel. Après, bien évidemment, parler d'alimentation sous forme liquide, c'est particulier. Parler de protéines, parler de lipides, parler de glucides, parler d'osmolarité, parler de volume liquidien, ça aussi, ça s'apprend. Il faut progressivement amener le patient à en savoir pratiquement autant que vous. Et c'est là où il faut le rassurer. Un jour, il va avoir une diarrhée, il ne comprendra pas pourquoi. Est-ce que le produit est passé trop vite? Est-ce que j'en ai mis assez ou pas assez? Je suis constipé, j'ai mis des fibres, j'en ai pas mis assez, est-ce qu'il y a assez d'eau? Il y a des tas de questions qui vont se soulever après, qui vont venir au fur et à mesure de la pratique. Et je crois qu'il ne faut pas non plus anticiper trop les questions, parce qu'on va donner un maximum d'informations et la personne qui est là, qui découvre, va dire « Ouh là là, mais c'est très compliqué cette histoire ». Je crois que à chaque jour suffit sa peine. La première étape, c'est de bien montrer l'intérêt, de pouvoir avoir un mode d'administration alimentaire qui n'est pas un geste invasif,
dans la mesure où ce n'est pas une chirurgie lourde, qui est un mode simple, à condition d'accepter qu'on ait un tuyau, après avoir les pratiques simples de comment nettoyer la tubulure, etc. Et puis quand la personne a vraiment accepté le fait qu'elle puisse s'alimenter, ni plus ni moins comme du carburant, par l'intermédiaire de cette sonde, faire valoir le fait qu'on peut maintenir aussi le plaisir alimentaire en limitant la douleur, simplement en étant très sélectif, très qualitatif quant au choix de ce que l'on peut manger. L'avantage de la gastrostomie, il faut quand même en parler, c'est qu'elle va quand même respecter une grande partie du tractus digestif dans sa normalité. On va court-circuiter la partie haute, la partie du carrefour, qui est là le problème de déglutition, mais on va arriver dans l'estomac directement. Il y a d'autres modes d'administration, essentiellement les sondes de jéjunostomie, où là on va carrément envoyer l'aliment dans l'intestin et on va avoir d'autres difficultés, d'autres problèmes. On va avoir des problèmes d'asepsie, puisqu'on n'a plus dans l'estomac l'acide chlorhydrique. On va avoir des problèmes de ce qu'on appelle l'osmolarité, la charge de l'alimentation telle qu'elle est présentée, et va être trop importante et l'intestin va se distendre et on risque d'avoir des diarrhées beaucoup plus importantes et beaucoup plus invalidantes. Alors que si on va directement dans l'estomac, on respecte encore l'asepsie, puisqu'il y a encore l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et on va encore respecter le fait qu'au niveau du pylore, il va y avoir progressivement libération des aliments qui seront contenus dans l'estomac et on va limiter les risques de diarrhée. D'autant plus que maintenant, on peut utiliser des produits qui sont des diètes polymériques, qui sont très très bien faits, où il y a les protéines, les lipides, les glucides, on peut avoir hyperprotéidique ou pas, on peut avoir un pauvre en sel ou pas, bien que l'association pour la SLA n'est pas contre-indiqué, mais il y a des produits extraordinaires avec les fibres pour les problèmes de constipation, pour les problèmes de rétention. Tout existe maintenant. Et par l'intermédiaire de la sonde de gastrostomie, on a moins de difficultés, moins de troubles, d'autant plus que l'on peut réguler la prise. Si on est à table et qu'on associe la table à une douleur, on peut inversement être en train de taper à l'ordinateur, être en train de regarder un film, être en train de lire quelque chose et se nourrir. Parce que par la sonde, par faible débit, on peut passer beaucoup de calories, on peut passer beaucoup de protéines et on peut ainsi maintenir un équilibre nutritionnel parfaitement satisfaisant. Si l'on réfléchit bien, la raison peut parfaitement accepter le fait qu'un tuyau puisse être un outil, un moyen pour permettre d'amener l'alimentation, mais il est évident que la passion va complètement être à l'opposé. L'acte alimentaire est d'abord et avant tout un acte passionnel. On aime manger, on va aimer les aliments, on ne va pas forcément compter les calories chaque fois qu'on mange, ni compter les protéines, ni les vitamines, ni les minéraux qu'on a pu ingurgiter. Donc la difficulté, elle va se retrouver là, arriver à allier la dualité entre la passion et la raison. Je voudrais pouvoir choisir mes aliments, j'aimerais pouvoir continuer à me faire plaisir parce que j'ai des papilles gustatives et parce que je veux manger, je veux me faire plaisir. Mais d'un autre côté, chaque fois que je mange, j'ai mal. Chaque fois que je mange, j'ai vraiment des problèmes pour déglutir, j'ai des risques de fausse route. Il faut que j'arrive à considérer l'alimentation comme du carburant, ni plus ni moins que du carburant. Et c'est un travail, je crois, de mise en confiance de la personne, progressivement, arriver à accepter qu'un tuyau qui est exogène, qui n'a rien à faire avec notre corps, puisse simplement être un moyen, un outil. À la limite, même la gastrostomie peut parfaitement être l'allié du stade passionnel. Parce que si manger est un effort, si manger est une douleur, alors pourquoi ne pas garder le peu de temps que l'on peut consacrer à la déglutition pour manger quelque chose qui est vraiment super génial, qui va réjouir le palais, à l'occasion d'une table de fête, un anniversaire ou n'importe quoi d'autre, pouvoir se faire plaisir, manger quelque chose d'extra, vraiment se faire plaisir, et là, faire l'effort de déglutir, faire l'effort d'accepter d'avoir mal, mais au moins avoir découvert la sensation en bouche qui est là, qui est plus que tout. L'acte passionnel, il faut le garder, c'est qualitatif. Il y a une tranche de foie gras, il y a une tranche de saumon, je raffole de pâté. Je ne sais pas, à ce moment-là, c'est difficile pour moi de manger. Mais je sais que j'ai été nourri, j'ai été alimenté. Maintenant, je vais manger. Je vais faire l'effort, même si ça me fait mal, mais garder le contact avec ce qu'est mon alimentation. Disons ce qu'on peut dire déjà, que c'est la SLA, tous les patients sont différents. C'est une maladie qui, chez certains patients, évolue très rapidement. Donc à chaque visite, on s'aperçoit de la dégradation. Et sur d'autres patients qui n'évoluent quasiment pas.
Donc c'est vrai qu'on portera plutôt notre attention sur les patients chez qui la maladie évolue très rapidement. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut y aller très souvent. La demande de la famille est très importante, donc on doit intervenir très très souvent. Il y a une angoisse, donc on doit être là pour les rassurer, pour leur parler des suites de la maladie, comment ça va évoluer, les différentes étapes qui vont se passer, et les rassurer surtout, quoi, dans un premier temps. Ben, disons qu'au départ, déjà, on intervient au niveau du service hospitalier pour déjà former la famille, déjà montrer qu'on est présent. Et dès le retour au domicile, on est bien sûr là, parce qu'au départ, bien sûr, c'est l'affolement, l'angoisse. Donc on doit être au départ très très présent. On doit même les soutenir au maximum, quoi, sinon on va à l'échec, quoi, c'est sûr. Il y a des patients qui nous disent jamais je n'aurai une trachéotomie ou jamais je n'aurai une gastrostomie. Donc déjà pour leur faire accepter ça et leur dire qu'on va peut-être améliorer un peu leur quotidien, il faut quand même arriver à le faire passer, quoi. Parce qu'il y a des patients qui nous disent si un jour j'ai une trachéotomie, je ne veux même pas l'envisager. Donc il faut quand même qu'on ait un rôle psychologique et pas une approche brusque de la trachéotomie. Sinon, le rôle de la famille, je pense qu'il est primordial, hein. Si on n'a pas un noyau familial très soudé, je pense qu'un patient de cette maladie ne peut pas rentrer à la maison, quoi. C'est pas possible. L'exemple de Laurent, par exemple, on voit sa femme qui est quasiment une demi-journée à ses côtés. Il y a ses enfants, il y a une aide ménagère, il y a une auxiliaire de vie, il y a une secrétaire. Je veux dire, tout ça, ça fait qu'il a le moral, les soins sont faits. Mais imaginez un patient qui est seul chez lui ou ne serait-ce qu'avec une auxiliaire de vie, je veux dire, elle ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. À tout moment, il doit être aspiré, à tout moment, il a des demandes, il a des angoisses. Je veux dire, il faut tout le temps quelqu'un qui soit à ses côtés pour répondre à tout ça. Si la maladie s'aggrave, bien entendu, on va peut-être obligé de régler un peu les paramètres, peut-être rajouter un peu d'oxygène. Il y a beaucoup d'évolutions dans cette maladie. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des infections, donc bien sûr, il faut en parler au médecin, au pneumologue, savoir s'il y a un traitement à faire. On est là vraiment, on est l'interlocuteur famille et médecin, quoi. Il faut vraiment que tout ce qui se passe à la maison soit relaté au pneumologue. Alors effectivement, un certain nombre de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique vont avoir au cours de leur évolution des troubles digestifs, avec notamment des troubles de la déglutition. Ceci a des conséquences importantes puisque les fausses routes vont faciliter des surinfections pulmonaires, les fausses routes vont gêner l'alimentation par voie orale, favoriser une dénutrition. Et cette dénutrition, nos confrères neurologues nous l'ont bien signalé, aggrave l'évolution de la maladie. Il est très important tout au long de leur maladie que les patients puissent s'alimenter de façon satisfaisante. Alors lorsque malheureusement les fausses routes sont importantes, fréquentes, invalidantes, que l'alimentation par voie orale n'est plus possible, il faut trouver une alternative pour permettre de façon simple, durable et efficace d'alimenter ces patients. Alors, se sont développées différentes techniques qui permettent de shunter le passage au niveau de la gorge et d'alimenter directement au niveau des intestins les patients. Il y avait auparavant des techniques chirurgicales qui nécessitaient une laparotomie, c'est-à-dire une ouverture de la paroi abdominale. Il y a depuis quelques années des techniques qui sont réalisables par les voies naturelles, ce qu'on appelle la gastrostomie endoscopique. Alors cette technique, il faut surtout ne pas en être inquiet, est une technique relativement simple à mettre en œuvre. Ça nécessite simplement une sédation, voire une simple anesthésie locale. C'est une technique que l'on vous présentera sans doute de façon plus imagée dans une autre partie, qui est réalisable en ambulatoire, c'est-à-dire sur une hospitalisation sur la journée. C'est une technique qui n'est pas une technique chirurgicale puisqu'elle va passer par les voies naturelles, par la bouche. Et à la fin de l'intervention, le patient va se retrouver avec un tuyau qui va sortir au niveau de l'abdomen, au-dessus du nombril, avec un simple pansement, sans aucun écoulement. Dès la mise en place de la sonde, dès les premières heures, on pourra utiliser cette sonde pour passer du liquide, puis, s'il n'y a pas de problème particulier dans les premières administrations, une alimentation liquide, voire semi-solide, qui peut même être une soupe familiale mixée et administrée très régulièrement. Il s'agit donc d'une technique relativement simple dans sa mise au point, qui surtout pour les patients pourra être utilisée très largement à domicile sans aucun encadrement infirmier et donc pourra être gérée par le patient et sa famille.
On pourra maintenir de façon prolongée une bonne qualité d'alimentation et ainsi améliorer le confort de vie de ces patients et ce de façon durable. Le suivi spécialisé est quasi inexistant. Ces sondes peuvent être laissées en place de façon très prolongée et il n'y a plus actuellement de nécessité à changer ces sondes. Le suivi infirmier peut se faire dans le suivi habituel de ces patients, ne nécessite pas une présence très régulière. La sonde est bloquée au niveau de la peau par un système très simple. Les pansements sont de simples pansements de couverture et n'importe quelle personne qui a pu être éduquée un minimum de temps peut gérer une sonde de gastrostomie endoscopique. J'ai longtemps refusé la gastrostomie. Je ne voulais pas m'enlever le plaisir de manger par la bouche, le plaisir de savourer le goût de la nourriture, le plaisir de choisir moi-même les menus. Manger, boire, me demandait de jour en jour beaucoup d'efforts, surtout pour déglutir. Je me déshydratais, je n'en finissais pas de maigrir. Mon épouse, mes 2 filles ne savaient que me conseiller, en me disant que c'était à moi de prendre une telle décision, que pour elles, vu les difficultés que j'avais pour manger, il était préférable que je fasse la gastrostomie. Je lisais dans leurs yeux toute l'angoisse qui les habitait. J'ai compris que si je voulais continuer à vivre dans de bonnes conditions, il fallait que j'accepte de me nourrir par une sonde gastrique placée dans mon estomac. On n'a pas pu me faire une gastrostomie endoscopique car le fibroscope ne passait pas dans ma gorge. On a dû me faire une opération chirurgicale. Claude, mon épouse, sait faire tout ce que me fait l'infirmière chaque matin. Cela a facilité le travail des infirmières de la clinique, car elles ne savaient pas trop comment m'entreprendre. Pour éviter les diarrhées, les ballonnements, j'ai commencé par manger 350 ml de nourriture énergétique le premier jour, et en augmentant pendant 5 jours jusqu'à 1500 ml par jour. Au début, je prenais les 1500 ml en 3 fois dans la journée. Maintenant, je prends 1000 ml de fibres dans la nuit et 500 ml d'énergie à midi. Je bois par la sonde 1,5 litre d'eau tous les jours, ce qui fait que je prends 1500 calories. Claude a appris très vite à me brancher. Dès le 2e jour, c'est elle qui le faisait. Pour régler le temps de la prise des repas, je me sers d'une Nutri-Pompe que je règle à midi, 500 ml de nourriture énergétique en 2 heures, la nuit 1000 ml de fibres en 8 heures. L'eau, je la prends en 4 heures. Pendant que la nourriture ou l'eau entre dans mon estomac, je regarde la télé ou je travaille sur mon ordinateur. Je ne ressens absolument rien quand le produit passe par la sonde. Pour prendre les médicaments, Claude les écrase et avec une seringue, après les avoir mélangés avec un peu d'eau, les introduit dans la sonde. L'infirmière, chaque matin, me nettoie la peau qui est autour de la sonde avec du daquin et me refait le pansement. Dans cette nouvelle épreuve que j'ai traversée, mon épouse, ma mère et mes 2 filles ont été à tout moment à mes côtés pour me soutenir, pour m'encourager. Dans ces moments difficiles, elles ont calmé psychiquement mes douleurs, tout en gardant leur sang-froid, afin d'être, quoi qu'il arrive, efficaces. Je remercie le docteur Arpaillange d'avoir insisté pour que je fasse la gastrostomie. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. J'ai grossi, j'ai repris des couleurs, je ne fais plus de fausses routes. Au repas de famille, je m'offre le luxe de manger par la bouche du foie gras ou ce qui me fait plaisir. Mon entourage est heureux de me voir aussi resplendissant. Je me suis décidée à accepter la gastrostomie lorsque déglutir est devenu trop difficile et entraînait une sous-alimentation et une perte de poids trop importante. Mon appréhension du début s'est transformée en confort par la suite. Mon entourage a été soulagé, car les repas étaient devenus pénibles pour tout le monde. Au départ, j'ai eu des problèmes de constipation qui ont été résolus quand on a ajouté des fibres. Il a fallu un certain temps pour trouver un équilibre, car après la prise des calories du matin, il y avait des ballonnements et des nausées. Le premier changement de sonde a été douloureux, car la première sonde n'avait pas de ballonnet et il y a eu une infection. Il est donc important de toujours mettre une sonde avec ballonnet pour avoir un parfait contrôle. Je prends 3 repas par jour, en 3 fois, 500 ml de nourriture semi-liquide et 1,5 litre d'eau pour la journée.
Pour prendre les repas, j'utilise le goutte à goutte et non une pompe. La durée des repas est de 3/4 d'heure le matin, 1 heure le midi et 3/4 d'heure le soir. Désormais, je vis bien et la prise de calories nécessaire se fait sans angoisse. La gastrostomie m'a permis de reprendre quelques kilos. Je regrette qu'avec la gastrostomie, le plaisir de manger ainsi que le goût et l'odorat ont disparu. L'infirmière qui vient tous les matins et tous les soirs nettoie à l'eau oxygénée la peau et pose une mini-compresse. Toutes les semaines, elle vérifie le ballonnet. Après chaque repas, mon mari nettoie la sonde avec une seringue remplie d'eau. Je dirais en conclusion que la gastrostomie a été un soulagement, car je ne suis plus angoissée au moment de manger.